Vous avez vu à travers ces trois films une situation très particulière, absolument chaotique, mais surtout une situation inédite, puisque près de 11 millions de personnes, de Syriens, ont perdu leur maison, soit la moitié de la population syrienne. C'est tout à fait inédit dans l'histoire des conflits d'aujourd'hui et par le passé. L'ONU a enregistré bientôt 4 millions de réfugiés en exil, qui sont soit dans les camps, dans les pays limitrophes, et vous avez vu la situation dans 2 de ces camps, soit sur les routes, avec les conséquences que l'on sait, et près de 7 millions sont déplacés à l'intérieur de la Syrie. 11 millions de personnes, la moitié d'un pays, cela ne s'est jamais vu. On a beaucoup parlé des réfugiés ces derniers temps, on va en reparler, d'autres viendront encore. On ne quitte pas sa maison de gaieté de cœur, comme l'a dit Ronnie Broman, on quitte sa maison parce qu'on est obligé de la quitter. Et ces derniers temps, on entendait beaucoup de commentaires selon lesquels les réfugiés quittaient leur maison, la Syrie, à cause de Daesh. Je voudrais, avant de passer la parole à Farouk, rappeler quelques chiffres. 2014, c'est l'année Daesh. C'est l'année où Daesh apparaît vraiment. Et à partir de l'été 2014, soit après la prise de Mossoul en Irak, Daesh atteint son plein pouvoir de nuisance. Or, à l'été 2014, l'ONU enregistrait déjà 3 millions de réfugiés. Ce n'était pas Daesh. En décembre 2013, l'ONU recensait 2,4 millions de réfugiés. Ce n'était pas Daesh. Je crois que vous êtes tous comme moi écrasés par ces images, accablés par toutes ces images. Je dois dire que tout le long des trois films, j'avais les larmes aux yeux, moi. Tout simplement parce que on a l'impression que la Syrie a échappé à tous les Syriens. L'avenir de la Syrie ne dépend plus des Syriens. L'avenir de la Syrie dépend de ce que vont décider les puissants de ce monde, les Russes et les Américains. Et il est évident que le bonheur, que la démocratie n'est pas le principal souci de ces grandes puissances. Si jusqu'à maintenant, personne n'est intervenu vraiment pour sauver le pays, c'est que leurs intérêts directs n'ont pas été touchés. Quand est-ce qu'on a commencé à nouveau à parler de la Syrie? C'est avec la crise des réfugiés en Europe, quand il y a eu ce flux nouveau de réfugiés. Voilà, la Syrie, les réfugiés qui vont menacer l'Europe, etc. Et puis, bien entendu, quand il y a eu dernièrement des attentats terroristes à Paris. Mais jusque-là, il avait, il faut dire, une indifférence totale. Indifférence due à de multiples raisons, on en a souvent parlé, Marie-Claude. Il y a le fait d'abord qu'on ne se mobilise plus spontanément pour des causes lointaines, en France et en Europe et dans le monde entier. Ce n'est plus ce que c'était dans les années 60, 70, etc. Ensuite, parce que la militarisation du soulèvement syrien, soulèvement civil et pacifique, et puis l'islamisation de ce soulèvement par des interventions étrangères, ont brouillé la carte. Ont brouillé la carte aux yeux de beaucoup de gens. Et il y a aussi, je dois le dire et je dois le reconnaître, qu'il y avait une très mauvaise image donnée, offerte par ceux qui se sont proclamés opposition officielle syrienne.
C'est-à-dire, on a vu des gens qui se chamariaient, qui se disputaient en permanence. On a vu que cette opposition était divisée, etc. Et cela aussi a sans doute donné cette... enfin, pousser les gens à une sorte d'indifférence. Bon, finalement, les gens s'entretuent, c'est leur problème, ils sont loin. Maintenant, ce sentiment très pénible, très dur que la Syrie a échappé aux Syriens s'accompagne aussi, on l'a vu dans le film, quand vous avez vu quel était le rêve des réfugiés arabes qui étaient dans le camp Zaatari en Jordanie, et le deuxième film, et quel était le rêve des Kurdes, des réfugiés kurdes qui étaient en Irak. Eh bien, ils ont parlé presque le même langage. Les premiers en arabe, les autres en kurde, pour dire que nous voulons revenir en Syrie, que c'est notre pays, et en utilisant les mêmes mots, avec les mêmes rêves, avec les mêmes choses. Ce sentiment que j'ai personnellement, qu'on assiste à une sorte de, comment dire, de renaissance spirituelle, de dire qu'il y a un nouveau patriotisme syrien, malgré tout ce qu'on voit, c'est-à-dire le sentiment que ce pays est notre pays définitif et que nous devons tout faire pour le faire renaître. Maintenant, on parle beaucoup, comme vous avez vu, des négociations en cours à Vienne, qui ont commencé à Vienne pour trouver une solution du problème. Or, ce qui est frappant dans ces réunions, c'est qu'il n'y a pas de Syriens. C'est-à-dire, on revient à ce que j'ai dit, que la Syrie a échappé à ses fils. Il y a les grandes puissances, il y a des puissances régionales, les voisins de la Syrie, les pays frontaliers, mais pas de Syriens, ni du côté du pouvoir d'ailleurs, ni du côté de l'opposition. Et je crois qu'il y a que tous les Syriens ont regardé ça avec comment dire, avec une sorte un sourire cynique. C'est-à-dire, voilà, qu'on va décider de notre destin sans nous. Et en effet, dès le lendemain de la première réunion de Vienne, il y a une liste qui a circulé, comme quoi ça va être la délégation de l'opposition dans les futures négociations. C'était la liste présentée par les Russes. C'est-à-dire, les Russes désignent les représentants de l'opposition syrienne. Le lendemain, il y a eu une autre liste, et on a dit que c'était la liste des Américains, qui recoupait un peu la liste russe, mais pas totalement. Et le troisième jour, il y a une liste saoudienne, et puis une liste iranienne. Je veux dire que les deux puissances régionales principales qui sont engagées en Syrie, l'Iran et l'Arabie saoudite, et les deux grandes puissances aujourd'hui, vont même désigner qui va représenter l'opposition syrienne. Bon, avouez que c'est une situation absolument affreuse. Il y a, comme vous savez, peut-être comme vous ne savez pas, il y a une opposition officielle, c'est-à-dire un ensemble de groupes, de partis politiques qui ont constitué fin 2011, début 2012, un conseil national syrien, forcément à l'étranger, et c'était dès le début un conseil national qui était très peu représentatif des manifestants, si vous voulez, de ces gens qui manifestaient dans les rues du nord au sud du pays, de l'est à l'ouest. Il y a des jours à ce propos, entre parenthèses, où il y a eu plus de 900 manifestations, c'est-à-dire il y avait 900 localités en Syrie où il y avait des manifestations. Et puisqu'on parlait des Kurdes, dans les deux villes kurdes, dans Qamishli et dans Hamoudan, c'était des milliers de Kurdes qui manifestaient durant les premiers mois du soulèvement. Maintenant, les jeunes, le grand problème
le grand problème en Syrie, c'est que c'était un soulèvement spontané. Il faut l'avoir toujours en tête. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas derrière un parti politique. Il n'y a pas de parti politique organisé en Syrie et capable de diriger un mouvement de cette ampleur. Il n'y en a pas. Bon, on a parlé des frères musulmans, mais ils étaient incapables en Syrie, après tous les coups qu'ils avaient reçus, d'être à la tête du mouvement. Il y a deux partis communistes qui étaient contre. Il y a deux partis qui sont avec Assad, il y a deux qui sont contre, mais ils ont été aussi laminés par de longues années de répression. Donc là aussi, ils étaient incapables de prendre la direction. Et je pourrais dire la même chose des nationalistes, de cœur nassérien encore, etc. Bon. En fait, ce manque de direction révolutionnaire d'un mouvement populaire aussi ample a été particulièrement dramatique quand la militarisation a commencé. Parce que la militarisation a commencé comment? Par la désertion de milliers, de dizaines de milliers de soldats, de sous-officiers et d'officiers de l'armée qui ont formé de petites brigades, mais sans aucune coordination, sans pouvoir dégager un commandement, un haut commandement unifié, et sans avoir vraiment une stratégie. C'est-à-dire, on le voit par exemple dans la conquête de villes comme Alep, sans pouvoir assurer la défense de la population. C'est-à-dire, voilà, on prend la ville, on dit on l'a libérée, mais on sait que l'aviation du régime peut bombarder. Bon, et on a vu des images d'Alep absolument lunaires. Bon, l'une des plus vieilles villes du monde, magnifique, et qui est à moitié détruite. Bon, c'est plus qu'à moitié détruite. Bon, parce que, justement, on n'avait pas de défense aérienne. Et cela, par exemple, a été fait d'une manière tout à fait spontanée, sans réflexion de ce qui pourrait se passer. C'est-à-dire, il n'y avait pas une doctrine stratégique. Hein? La militarisation n'avait pas été voilà, parce que la militarisation n'avait pas été voulue et elle s'est faite d'une manière tout à fait spontanée. Ensuite, il y a eu, comme je l'ai dit, par l'intervention saoudienne et qatari, une islamisation rampante des forces militaires de l'opposition. Et si bien qu'après quelques mois, l'armée libre, c'est-à-dire cette armée composée essentiellement de déserteurs de l'armée officielle, s'est trouvée complètement démunie parce qu'elle, pour avoir de l'argent, pour la solde des soldats, pour avoir des armes, pour tout, bon, elle n'était pas aidée, alors que les mouvements islamiques qui se sont mêlés de la lutte armée avaient le soutien financier par des armes de l'Arabie Saoudite et du Qatar. Peu à peu, beaucoup de soldats de l'armée libre ont rejoint les groupes djihadistes parce qu'ils n'avaient pas d'autres moyens. Et c'était ça, ou s'en remettre au pouvoir en place. Voilà. Et bien entendu, ça aussi, c'est l'une des raisons pour lesquelles l'image du soulèvement syrien avait changé. Pendant les 4 premiers mois, moi je sentais ici en France qu'il y avait un élan. Aussi bien d'ailleurs du côté du gouvernement que du côté d'une partie de la droite. Bon, en fait, au début, seule l'extrême droite, seul le Front National avait dit qu'il était pour Assad, bon, en France. Mais tous les autres étaient plutôt du côté de l'opposition. Et la gauche était d'une manière très nette. C'est-à-dire quand il y avait des rassemblements de Syriens dans les places, au Châtelet par exemple, comme on faisait chaque samedi, ben, il y avait des représentants du PC, de parti de gauche, etc., qui venaient. Et puis, en 2012, quelques mois après, peut-être en avril, mai 2012, les choses ont commencé à changer et il y a eu une rupture quasi totale. C'est-à-dire, on a commencé à renvoyer les gens dos à dos.
je ne peux pas dire que c'était des gens qui soutenaient Assad, mais à renvoyer l'opposition et Assad dos à dos. Vous savez, il y a, je vais vous donner juste, pas comme force politique, mais comme force vive, disons, du pays. Il y a aujourd'hui, sur les 4 millions de réfugiés à l'extérieur, il y a des associations qui ont été créées, des associations culturelles, etc. Je peux vous assurer qu'elles regroupent la fine fleur de l'intelligence syrienne, c'est-à-dire les plus grands écrivains syriens, les plus grands cinéastes, les plus grands artistes, peintres, etc., sont l'opposition. Bon, je veux dire, c'est rassurant un peu pour l'avenir, mais ils n'ont pas d'organisation politique, ils n'ont pas de représentation politique. Bon, la représentation politique, on la connaît, c'est la coalition, dite la coalition des forces de l'opposition, de la révolution et de l'opposition, qui est installée en Turquie, qui a été souvent laminée par les disputes entre le Qatar et l'Arabie Saoudite, le Qatar favorisant les frères musulmans, l'Arabie Saoudite, les salafistes, d'autres islamiques. Bon. Et cela, comme je l'ai dit, a beaucoup nuit à l'image de... Maintenant, il faut dire aussi qu'en face, il y a un régime qui ne ressemble à aucun autre. C'est-à-dire, pour qu'un régime fasse ce qu'il a fait, là, ce que vous avez vu, c'est qu'on dirait que c'est complètement un régime qui est superposé à la société. C'est-à-dire qu'il n'a pas, comme s'il n'a pas de racines dans la société, sauf dans une communauté, sauf sur une base communautaire, mais pas sur une base nationale. Comment c'est possible de bombarder une population civile avec des barils d'explosifs? Bon, on sait que c'est fait pour tuer le plus grand nombre de civils et pour les faire partir. Pour qu'il y ait un exode et vider le pays de ceux qu'on considère comme la base sociale de l'opposition. Bon. Et là, d'ailleurs, depuis l'intervention russe, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu déjà, depuis le début de l'intervention russe, on a recensé plus de 500 tués civils, dont 90 enfants, je crois. En 45 jours. En 45 jours. Les premiers 45 Bon. jours, 500 Et tués. pourquoi? Parce que là aussi, les Russes n'ont pas bombardé les zones occupées par Daesh. Mais pourquoi? Les zones occupées par Daesh sont séparées des forces du régime par les autres forces d'opposition. Bon, un peu armées libres, un peu djihadistes, de différents groupes, etc. Bon, il n'y a pas de contact direct entre Daesh et les forces du régime. Les Russes, en bombardant le nord de Homs, le nord d'Alep, etc., c'est-à-dire des zones où il n'y a pas de Daesh, veulent vider ces zones de leurs combattants pour que les forces du régime se trouvent face à face avec Daesh et qu'on puisse dire, voyez-vous, il n'y a pas de solution, c'est soit Daesh, soit le régime. C'est-à-dire, ce qu'on entend aujourd'hui d'ailleurs, et ça commence, il y a des hommes politiques français qui ont dit ce genre de choses, il n'y a pas de solution en Syrie, c'est soit Daesh, soit Assad. Bon. Et finalement, Assad est moins dangereux, ou je ne sais pas quoi. Voilà. Et la stratégie russe militaire dans le pays, c'était de mener des bombardements massifs sur ces zones-là, alors que les forces terrestres du régime et les forces iraniennes et des milices pro-iraniennes, libanaises et irakiennes avancent aussi vers l'Est. Bon. Jusqu'à maintenant, ces forces ont été stoppées. Mais avec le temps, si les bombardements continuent au même rythme, on ne sait pas. On ne sait pas, c'est-à-dire à cause de la pression de la population qui est là et qui est bombardée chaque jour avec des morts civiles, donc qui veut partir.
Moi, je ne parle pas de force modérée, hein, parce que, c'est-à-dire le mot est très élastique. Je veux dire, on estime, et ça je l'ai lu justement d'après un centre de recherche américain il y a moins d'un mois, il considère qu'il y a à peu près 100 000 combattants de l'opposition. Bien sûr, on ne considère pas Daesh comme de l'opposition. C'est évident. Al-Nusra non plus. Pardon? Al-Nusra non plus. Non, je vais vous dire pourquoi dans ce rapport il la considère. Parce qu'il considère, c'est pas parce qu'il est modéré, il n'est pas modéré, loin de là, et je ne la défends pas bien entendu. Parce que il considère que Al-Nusra est composé essentiellement de Syriens. Elle est composée de Syriens. Bon, Daesh est une force étrangère. Daesh, il n'y a pratiquement pas de Syriens dans Daesh. Maintenant, dans les villes, dans les villages qu'ils occupent, ils recrutent, ils imposent par la force une sorte de service militaire. Ils mobilisent des enfants, ils apprennent le tir aux armes automatiques, etc. Mais ce sont la force principale est irakienne. Et sa performance militaire s'explique par le fait qu'elle est essentiellement les anciens soldats et officiers de Saddam Hussein, et avec les gens venus de loin, comme vous savez, on dit qu'il y a 80 nationalités qu'on retrouve dans l'État islamique, dans Daesh. Bon. En Australie, ce sont des Syriens, djihadistes, et ils comptent, d'après ce rapport, dans les 20 000 combattants, et qui sont dans les zones qu'ils contrôlent. Mais il y a dans la banlieue de Damas, par exemple, il y a une autre force islamiste qui a peut-être une dizaine de milliers, l'armée de l'islam, qui a peut-être une dizaine de milliers de combattants. Mais dans le front sud, à Daraa, vous avez vu la carte proche de frontières jordaniennes, les 30 000 combattants qui ont été, d'après ce rapport, ne sont pas des djihadistes. Bon, ne sont pas des djihadistes. Et sur les 100 000, je ne sais pas, peut-être il y a une majorité de djihadistes, mais en tout cas, il y a des combattants en nombre qui ne le sont pas. Je crois que c'est vrai que l'armée syrienne libre a été laminée pour les raisons qu'on a dites. Hein. Lorsque vous n'avez pas de moyens pour vous battre, ni d'armes, ni d'argent pour faire vivre votre famille, et que vous avez le Qatar et l'Arabie Saoudite qui vous dites vous pouvez avoir de l'argent et des armes, l'argent pour vous faire vivre votre famille et des armes pour vous battre, mais il faut mettre une bannière islamiste. Alors c'est ce que beaucoup de groupes ont fait, qui n'étaient pas du tout islamistes, mais qui, pour avoir des armes et de soldes, ont accepté de mettre la bannière islamiste. C'est très confus, vous avez raison de poser la question, madame, parce que c'est extrêmement confus. Je crois qu'on a rarement vu un conflit d'une telle complexité après presque 5 ans de guerre. Il faut comprendre que, par exemple, un jeune qui veut se battre, qui était un jeune de la jeunesse mondialisée, parce qu'elle était aussi mondialisée, comme on l'a vu dans le printemps arabe, tous ces jeunes qui parlent l'anglais, c'est une jeunesse très mondialisée, très Facebook, qui a les mêmes rêves que les jeunes d'ici, et qui ont choisi de se battre. Alors un jeune dans un village, par exemple, il peut en 5 ans de guerre avoir participé à une douzaine de brigades, parce que c'est selon. Voilà, il y a une brigade qui arrive, ben moi je me bats avec cette brigade, elle est laïque, modérée, démocratique, tout ce que vous voulez, et puis elle est défaite. Il y en a une autre qui la remplace, elle est islamiste, financée par le Qatar ou l'Arabie Saoudite, et bien moi je vais aller dans cette brigade-là. Et puis cette brigade-là, eh bien le s'allier à Al-Nosra, eh bien je ferai un temps partie d'Al-Nosra, et puis ça me plaît pas, je ressors. Il faut comprendre ça. Il n'y a pas, c'est pas des groupes qui sont constitués de manière très ferme, ça se balade. Et comme je vous dis, un jeune peut avoir fait partie d'une dizaine, d'une douzaine de brigades tout en restant dans son village. Voilà. Donc, qu'est-ce qui reste de l'armée syrienne libre? Il reste un noyau à Daraa, comme tu as dit. Oui. Il reste un noyau aussi à Alep. Oui, mais il est vrai qu'elle est particulièrement laminée. Oui, voilà, c'est la réalité.
quand il y a eu la première offensive de l'armée et du Hezbollah, après le début du bombardement russe, bon, ils ont été stoppés par des éléments de l'armée libre et qui avaient reçu apparemment des armes anti-chars dont ils ne disposaient pas auparavant, venues probablement du nord, de la Turquie. Et je voudrais dire qu'à la suite des attentats qui ont eu lieu le 13 novembre ici, une cinquantaine de brigades de l'armée syrienne libre ont fait un communiqué s'alarmant des attentats et affirmant leur soutien au peuple de France. Une cinquantaine de brigades. Alors ils ne sont peut-être pas nombreux dans chaque brigade, à mon avis ils ne sont pas très nombreux, mais je veux dire cette armée elle existe encore, mais la réalité est qu'elle est laminée. Et c'est vrai quand on dit l'opposition modérée, on a difficulté un petit peu à la définir. En Syrie comme dans tout le monde arabe, pour ne pas... Bon, d'ailleurs, on le sait depuis plusieurs années, et bien avant le déclenchement des révolutions arabes en Tunisie en décembre 2010, qu'il y a eu ce qu'on appelait la réislamisation massive dans le monde arabe à partir, disons, progressivement depuis les années 70. Bon. Et cela est dû à mille raisons, c'est pas notre problème aujourd'hui. Donc, il y a des signes, souvent des signes extérieurs d'islamisation qui frappent. On a vu par exemple dans les images que la grande majorité des femmes sont voilées, par exemple. Bon, avant les années 70, ce n'était pas le cas. Bon, c'est une donnée. Mais cela ne veut pas dire que ces personnes ne sont pas nécessairement des démocrates et qui sont pour le pluralisme et qui sont tolérants sur le plan religieux, etc. C'est-à-dire il y a une religiosité nouvelle qui est apparue dans le monde arabe et qui va du piétisme jusqu'au djihadisme. Voilà. Quand est-ce que ces soulèvements de mouvements pacifiques ont commencé? Parce qu'à un moment dans le film, on voit un des Syriens qui dit oui, on a commencé à voir des manifestations partout dans le monde arabe, des soulèvements populaires prendre place, et on en a vu chez nous et on a commencé à y aller. Mais moi, j'avais entendu parler d'un fait qui s'était passé à Damas, je crois, je suis pas sûre. Dera, peut-être, ouais. Sur des jeunes enfants qui avaient fait des dessins. Voilà, et ça part de là, et j'aurais voulu, si c'est possible, que vous nous resituez ça, parce que je pense que c'est flou pour plein de gens, et c'est le début de toute cette guerre civile. En fait les premiers signes du soulèvement étaient de tout petits rassemblements devant les ambassades à Damas, devant les ambassades des pays où il y a eu des soulèvements, c'est-à-dire la Tunisie, la Libye et l'Égypte. Et des jeunes se réunissaient, allumaient des bougies à la mémoire des morts, des gens tués par la police, ici ou là. Bon. Et puis, il y a eu cette histoire de Dara, c'est-à-dire que des enfants, des tout jeunes, des enfants qui ont écrit sur les murs « Le peuple veut la chute du régime », c'est-à-dire ils ont dû voir à la télé des gens faisant ça dans d'autres pays, surtout en Égypte, le peuple veut la chute du régime, et ils ont été arrêtés, torturés, violés, et quand leurs parents ont protesté, ils ont été humiliés, insultés, humiliés, ce qui a provoqué une première manifestation le jour des funérailles des enfants, et puis ainsi de suite. C'est-à-dire, il y a eu une succès. Et puis, il y a eu une manifestation à Homs en solidarité avec Dera, et puis une autre à Hama, et puis une autre à Deir Zor, et ainsi de suite. C'est-à-dire, ça a été un moment qui est parti de très peu, mais qui était... enfin, la Syrie, je veux dire, était grosse de ce soulèvement. Bon,
je ne vais pas m'étendre sur le régime, mais enfin, le régime qui a pris, Assad père a pris le pouvoir en 70, l'a passé à son fils en l'an 2000, après 30 ans de règne sans partage, ayant à sa botte, ayant épuré l'armée, ayant 7 services de renseignement qui quadrillent le pays de très près, ayant détruit la moitié de la ville de Hama, qui s'est soulevée en fait, qui ne s'était pas soulevée. Il y a des frères musulmans qui sont cachés dans Hama, et pour les déloger, il y a eu une attaque contre la ville qui a abouti à la mort de 30 000 personnes, et puis les dizaines de milliers de prisonniers politiques de toute tendance, et dont des milliers ont péri en prison. Bon, je veux dire que tout cela est... il y avait une peur, on disait de la Syrie que c'était le royaume de la peur ou le royaume du silence. Et quand le fils a succédé à son père, pendant quelques mois, il avait fait des promesses de réforme libérale, mais dès que les gens ont commencé à s'exprimer, à parler politique, c'est-à-dire à dire qu'il n'y a pas que les réformes administratives ou économiques. En fait, les réformes économiques, ça voulait dire la libéralisation, l'ultralibéralisme, quoi. C'était pas des réformes véritables, quoi, au profit du plus grand nombre de la population. Mais que la vraie réforme devait commencer par la réforme politique, c'est-à-dire par une ouverture politique. Et depuis, on a vécu une répression généralisée aussi, sous le fils, et après 2011, ce massacre, ce crime contre l'humanité, ce massacre sur une grande échelle. Écoutez, c'est très difficile de savoir, mais il y a certainement il a un soutien. D'abord, il y a un soutien de sa communauté, parce que, quelles que soient nos analyses, il y a quand même un fond communautaire à ce régime. Dans la communauté alaouite, il est soutenu, pas nécessairement par aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé, parce qu'ils aiment ce régime aujourd'hui. Je veux dire, vous savez, la communauté alaouite a eu proportionnellement peut-être le plus de pertes. Il y a, parce que c'était des soldats, des gens qui sont morts. On compte plus de 90 morts dans cette communauté, 90 000, c'est-à-dire pour une communauté qui compte 10% de la population globale de la Syrie. Donc c'était une perte assez lourde. Mais il y a une peur. Il y a une peur, et ce ne sont pas ce n'est ni Daesh, ni Al-Nusra, tout ça, qui vont tranquilliser, bien sûr, les Alaouites sur leur avenir en Syrie. Bon. Donc il y a un soutien là. Il y a aussi une majorité chrétienne qui soutient le régime. Et là, moi, comme je le disais tout à l'heure, pour moi, c'est complètement incompréhensible. Parce qu'il n'y a aucune raison dans l'histoire contemporaine de la Syrie pour que la communauté chrétienne se sente lésée. C'est-à-dire, avant Assad, je veux dire. Bon, au contraire, s'il y avait une discrimination, c'était une discrimination plutôt positive. C'est-à-dire sur les 15% de chrétiens à l'indépendance, bon, qui étaient à peu près 10 en 1960, mais aujourd'hui ils sont moins de 4%. Bon, et la diminution du nombre des chrétiens en Syrie s'est faite quand même durant le règne du Baas en Syrie, entre 1963 et nos jours. Je veux dire, ce n'était pas un pouvoir islamiste qui était au pouvoir et qui les a fait partir, etc. D'une part, il y a une baisse démographique, une baisse de la natalité, je veux dire, mais il y a aussi une grande émigration dans la communauté chrétienne, ce qui fait que c'est une communauté qui est devenue exsangue et qui a peur aussi. Qui a peur, et il faut dire que les Daesh et les Nusra font peur. Bon. Et puis il y a certainement... Bachar avait un soutien d'une partie relativement importante de la bourgeoisie d'Amassen et Alépine.
Parce qu'il y avait surtout une sorte de partenariat sur des affaires, dans une généralisation de la corruption entre des officiers de l'armée et de grands bourgeois syriens, etc. D'ailleurs, jusqu'à hier ou avant-hier, les Américains ont publié une liste des gens, des hommes d'affaires syriens, qui jouent l'intermédiaire entre Daesh et le pouvoir syrien pour vendre le pétrole. Parce que Daesh détient le pétrole syrien au nord, et il y a 2 hommes d'affaires qui ont été d'ailleurs désignés par leur nom, et bizarrement les 2 sont chrétiens, et qui jouent l'intermédiaire entre Daesh et le régime pour la vente du pétrole. Bon, je veux dire, il y a une partie de la bourgeoisie, de ceux qui ont profité du régime, et il y a la lassitude aussi. Il y a sans doute beaucoup de gens qui, j'imagine, qui ne peuvent plus supporter tout ce qu'on a vu, quoi. La mort, la destruction, le nombre... On parle des morts, il y en a autant de handicapés à vie, il y a 2 fois plus de blessés graves. Bon, c'est un pays qui est mutilé, vraiment. Et donc aussi, les gens sont là de tout ça et veulent en finir. On dirait qu'après le chute de régime, il y aura un deuxième Libye en Syrie. Guerre entre islamistes. Une deuxième guerre, une deuxième étape de guerre entre islamistes sur le pouvoir à Damas. Même si les Alaouites vont être à côté. Et deuxième question, et c'est le plus important, les responsabilités des Syriens de laisser faire avec les islamistes depuis la déclaration de Marrakech de Muaz al-Khatib, quand les Américains ils ont dit attention, Jabhat al-Nusra, c'était une organisation terroriste. Il y a beaucoup de Syriens. Et sur leur tête aussi, Muaz al-Khatib il a dit non, c'est des Syriens. Vu qu'on va faire on va faire la guerre contre le régime, on va accepter n'importe qui venir chez nous pour faire le djihad contre ce régime. On n'a pas joué avec le feu, avec le diable aussi. Et aujourd'hui on dit soit Daesh, soit régime, on a joué avec ça ou pas? On a joué avec l'avenir de la Syrie, on n'a pas organisé les choses, on a laissé faire. Et aujourd'hui, Jaish al-Islam à Damas que vous parlez, c'est Jaish al-Islam, il enlève le drapeau noir. Il veut faire un charia ou un état islamiste, non? Non. Rassurez-nous alors. Non, je n'ai aucune sympathie pour Jaish al-Islam, loin de là. Mais Jaish al-Islam, comme vous le savez, à Douma, a commis des crimes contre l'opposition démocratique. Et c'est eux qui ont kidnappé un peu la passionnariat du soulèvement syrien, Razan Zetoun, et avec ses compagnons. Donc, c'est évident. Mais Jaish al-Islam, d'après ce que je sais, est plutôt dans la mouvance saoudienne. Bon. Et ce n'est pas le cas de Daesh. Ce n'est pas le cas de Daesh, mais bon, qui sait? Non, mais pour ce qui est de la solution et de l'avenir, il est évident aujourd'hui qu'il va y avoir des tiraillements entre Américains, Russes, Européens, Saoudiens, Iraniens, pour ce qui concerne la période de transition. En fait, s'il n'y a pas simultanément constitution d'un gouvernement de transition, un. Deuxièmement, un cessez-le-feu général. Troisièmement, une intervention massive de l'ONU, c'est-à-dire des casques bleus, la guerre risque de s'éterniser. Bon. On ne peut pas avancer l'un de ces 3 éléments sur les autres. On ne peut pas. Pourquoi? Parce que, imaginez qu'il y ait un gouvernement provisoire, et puis que ce gouvernement lui-même dise, un gouvernement de transition, je veux dire, dise lui-même, voilà, il y a tel groupe qui n'a pas livré ses armes, on va le bombarder. Surtout si ce pouvoir nouveau, il va y avoir des gens du régime et des gens de l'opposition. C'est ça l'idée maintenant, qui est en train de mûrir dans les chancelleries occidentales, et c'est ce que veulent les Russes, qu'il y ait au moins, sinon Assad lui-même, au moins des gens de son régime, avec
des gens de l'opposition. Bon. Mais s'il n'y a pas un cessez-le-feu général et un soutien massif, militaire, économique, humanitaire, à la Syrie, la guerre risque de s'éterniser et même de s'étendre alentour.